Le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, le chef du gouvernement, a aussi reçu la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger au menu des échanges, la coopération bilatérale entre leur pays et le Mali. Les membres du CNT accompagnent les réformes dans le code minier. L'organe législatif encourage les initiatives des autorités pour que les ressources minérales profitent à nos populations. La session d'appropriation des réformes a mobilisé du beau monde hier. Mali-Sénégal, c'est la première affiche des quarts de finale de la CAN Maroc 2025. Cet après-midi, coup d'envoi 16h, heure de Bamako. Les Aigles sont confiants et déterminés à franchir ce cap. Dans le grand format du jour, Najim Baba Sissé est allé à la rencontre d'un ancien guide touristique qui excelle dans la culture de la pomme de terre. Nous sommes à Tombouctou. Son nom, Mamati Al-Mokhtar, un exemple à suivre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a successivement reçu hier l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Les deux diplomates ont abordé avec le général de division Abdoulaye Maïga la coopération bilatérale entre le Mali et leurs pays respectifs. Le Mali et la Palestine donneront très bientôt un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. C'est l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali qui est la première personnalité à être reçue par le Premier ministre. Le diplomate palestinien est venu aborder avec le chef du gouvernement certains sujets d'intérêt commun. Le Mali et la Palestine s'apprêtent d'ailleurs à donner un nouvel élan à la dynamique coopération qui existe entre les deux pays depuis près de 37 ans. La confiance entre les deux pays est fondée sur une histoire commune, des engagements politiques partagés et un respect mutuel qui s'est consolidé au fil des décennies. Hassan Al-Balawi, ambassadeur de l'État de Palestine au Mali. J'ai transmis aussi dans ces messages la solidarité du peuple palestinien et l'État de Palestine avec le Mali dans les conditions et dans les circonstances qu'elle traverse. Et en même temps, je remercie son Excellence du soutien qu'apporte le Mali au peuple palestinien dans son combat pour la libération de la Palestine et l'édification d'un État palestinien indépendant. Et nous avons rapidement parcouru la situation politique en Palestine, mais aussi les domaines de coopération entre le Mali et la Palestine. Nous sommes en train de donner un nouvel élan de cette coopération dans le domaine de l'agriculture, de santé, de la culture, de l'éducation. Après le départ de l'ambassadeur Nicolas Simard, c'est Lee Anne Herman, en tant que chargé d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali, qui le remplace. Quelques mois après sa prise de fonction, elle est venue échanger avec le Premier ministre sur la coopération entre le Mali et le Canada. Lee Anne Herman, chargée d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. On a parlé un peu de la fraternité entre nos deux pays, les liens peuple à peuple. Il y a tellement de Maliennes qui sont au Canada, les Canadiens qui sont ici. Les liens entre nos deux pays sont tellement forts. On a parlé de longue date de notre coopération, le soutien qu'on donne dans les secteurs comme la santé, l'éducation, bonne gouvernance, économie, croissance, bien sûr le genre, l'importance de la rôle de la femme. Aussi, on a parlé un peu de le secteur minier. Les relations diplomatiques entre le Mali et le Canada remontent à 1969. Plus d'un demi-siècle plus tard, les deux pays continuent de maintenir de très bonnes relations bilatérales. Session d'appropriation concernant les réformes majeures intervenues dans le code minier de 2023 et la loi relative au contenu local de ces décrets d'application par les membres du Conseil national de transition. La démarche de l'organe législatif de la transition à travers sa commission des mines, énergie et eau consiste à accompagner et à valoriser les différentes initiatives prises par les autorités afin que nos ressources minérales brillent pour le peuple malien. Au regard des statistiques, le secteur minier génère énormément d'argent à l'économie malienne et représente à lui seul 80% des exportations et 10% du PIB de notre pays. La session d'immersion pour mieux comprendre le bien fondé des innovations entreprises dans notre secteur minier a enregistré en plus des membres du CNT la présence du ministre des Mines et celui de l'économie et des finances. On fait le point avec Arjou Matina. En vue de la relance de nos ressources naturelles, voire minérales, afin que le pays puisse tirer pleinement profit, les autorités de la transition ont apporté en 2023 des modifications à notre code minier.
Le Conseil national de transition, notamment sa commission des mines, énergie et eau, à l'instar du gouvernement, est dans une dynamique de vulgarisation du contenu du code minier de 2023. D'où cette session d'immersion sur le décret d'application du nouveau code ainsi que la loi relative au contenu local en République du Mali. Hassan Sidibé, président de la commission des mines, énergie et eau du CNT. On comprend pourquoi il était si important pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation de notre secteur minier par des lois et décrets. Et je salue à cette occasion la clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le secteur minier apporte beaucoup d'argent à l'économie malienne et représente à lui seul 80% des exportations et 10% du PIB de notre pays, selon les spécialistes du domaine. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Aujourd'hui, le Mali a décidé donc de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui avaient pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local. Amey Founé Mahalmadan, 4e vice-président du CNT. À la suite de leur promulgation, le Conseil national de transition a organisé un premier atelier d'immersion à l'intention de ses membres et du personnel administratif afin de partager les principales innovations. Dans la même logique, nous nous retrouvons aujourd'hui après l'adoption des principaux décrets d'application du code minier et de la loi relative au contenu local afin de donner plus de précision aux membres du Conseil national de transition en vue de les outiller davantage pour une meilleure vulgarisation. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session, ont été suffisamment édifiés par les experts sur les innovations majeures et les nouvelles dispositions intervenues dans le nouveau code minier et ses décrets d'application, ainsi que sur la loi relative au contenu local et ses décrets d'application. Bamako et ses habitants subissent actuellement un changement de température qui n'est pas sans conséquences dans les centres de santé. Les consultations ont augmenté. Les maladies diagnostiquées sont entre autres les rhumes, la grippe et les sévères maux de tête. Nous avons voulu comprendre et savoir quelles précautions prendre. Plus de détails avec Fanta Mamanyantao. Ce début d'année 2026 est marqué par un changement de température que les Bamakois n'arrivent pas à comprendre. Actuellement, il y a le changement climatique. Ça donne beaucoup de maladies comme le rhume et la toux. Je porte le cache-nez pour éviter la poussière et d'autres maladies. En principe, le mois de janvier est synonyme de fraîcheur. Cependant, d'après nos constats, le temps est capricieux depuis un moment. Chaleur et fraîcheur sont en train d'alterner. Professeur Siaka Soumaoro, spécialiste en ORL. Le changement climatique, ça ne dépend pas de l'homme en tant que tel, ça ne dépend pas de nous. Ce qu'on peut se dire, c'est une situation réelle qui est là et il faut vraiment y faire face en se protégeant. Direction Mali Météo, où on apprend que l'atmosphère actuelle est une forme extrême de pollution nocive pour la santé. Bakary Magané, chef bureau prévision et alerte météorologique. La situation météorologique reste dominée par deux grandes majeures perturbations atmosphériques que le Mali subit présentement. Donc vous allez voir que la première perturbation elle est due à une descente froide. Parce que c'est la période froide, nous sommes au mois de janvier. Plus elle est accentuée, plus il y aura une forte sensation. Donc il y aura une baisse significative des deux températures observées dans la journée. La température maximale et la température minimale. Maintenant, au même moment aussi, la partie sud du Mali est fortement perturbée par un vent du sud momentané et chargé d'humidité et qui crée aussi une autre situation, une autre perturbation météorologique et qui crée une dépression en la matière. Une dépression, c'est une baisse de pression et du coup, qui dit une baisse de pression, et vous allez voir que par moment, il y a une hausse de température. Globalement, c'est une alternance du chaud et du froid et souvent dit ni chaud ni froid. Ce changement de température brusque risque de perdurer d'après nos informations. Il est fortement recommandé aux populations de prendre des précautions nécessaires pour assurer leur bien-être. Professeur Siaka Soumaoro,
spécialiste en ORL. D'abord, utiliser couramment ce qu'on appelle les bavettes, encore les cache-nez, pour éviter les conséquences de ce changement brusque, tantôt avec la chaleur, tantôt avec la pollution atmosphérique qui est un facteur défavorable à la santé. Surtout, protéger les plus jeunes et aussi les personnes d'un certain âge. Les personnes âgées doivent être vraiment bien protégées par rapport à ce changement climatique. Les professionnels de la santé conseillent de boire beaucoup d'eau et d'éviter les coups de vent et aussi de se nettoyer le nez fréquemment contre les poussières. AES, actualité. Première escale au Burkina Faso, plus de 39 tonnes de drogue saisies d'une valeur estimée à 3 milliards 900 millions de francs CFA, réduite en cendres à Ouagadougou. Le ministère de la Sécurité, à travers le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, a officiellement lancé l'opération d'incinération des drogues saisies en 2024. Une cérémonie tenue sous la présidence du ministre de la Sécurité, représentée par la conseillère technique du ministère de la Sécurité, des forces de défense et de sécurité ainsi que des partenaires. Cette action vise à protéger la santé publique, à renforcer la sécurité intérieure et préserver l'environnement. Les détails dans ce reportage signé Sanonon Somi. À Zaktouli, à la sortie ouest de Ouagadougou, les portes des conteneurs s'ouvrent les unes après les autres. Sous les regards des officiels, des ballots et des substances illicites apparaissent. Au total, plus de 39 tonnes de drogue issues de nombreuses opérations menées en 2024. Après la confiscation, les flammes entrent en action pour neutraliser un danger estimé à 3 milliards 900 millions de francs CFA. Une chaleur très importante. La température atteint un niveau indispensable pour une destruction complète sans risque sanitaire et sans menace environnementale. Actuellement, on a une température de 400-500 degrés. Cette opération illustre l'engagement du gouvernement burkinabé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Pour la représentante du ministre de la Sécurité, les autorités réaffirment le principe de tolérance zéro contre les drogues et autres produits illicites. Un message porté par l'inspecteur général de police, Marie-Denise Tsebgo. La drogue constitue un facteur de déstabilisation sociale, un danger majeur pour la santé publique. Derrière chaque saisie de drogue, il y a des réseaux de criminels affaiblis et des communautés protégées. Derrière ces flammes, un travail rigoureux et méthodique. De l'interpellation au stockage sécurisé jusqu'à l'incinération finale, le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue explique le processus. L'inspecteur général de police, Emmanuel Kaboré. D'abord, il faut que ça soit introduit à la justice. Une fois que la justice finit les enquêtes, c'est déclassé pour la destruction. Nous sommes allés à la gendarmerie, à la police, à la douane surtout, et nous avons pu récupérer ces produits pour venir les prendre dans les conteneurs et puis on va détruire. Des tonnes de drogue parties en fumée, des milliards réduits en cendres. Un fléau en recul significatif au Burkina, au regard des saisies de 2023 et 2024, selon le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Les principales opérations se sont déroulées dans les régions du Nakambé, du Nazino et du Dioro. Au Niger à présent, la zone de défense numéro 5 de DIFA a servi de cadre au lancement d'une activité civilo-militaire majeure combinant dons de sang et soins bucco-dentaires dans une dynamique de rapprochement entre l'armée et les populations. Aliou Ibrahim et Aruna Sanda pour les détails. La zone de défense numéro 5 de DIFA a abrité le lancement officiel d'une importante activité civilo-militaire marquée par une campagne de dons de sang et une opération de soins bucco-dentaires au profit des populations locales. Cette initiative est menée par une équipe médicale spécialisée dépêchée depuis Niamey en collaboration avec les forces de défense et de sécurité déployées dans la région. Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires visant à rapprocher davantage l'armée des populations civiles, dans un contexte où la solidarité, la confiance mutuelle et l'assistance humanitaire constituent des leviers essentiels pour la stabilité et la résilience communautaire. La campagne de don de sang a mobilisé les militaires, illustrant un élan de fraternité et de patriotisme.
Le sang collecté contribuera à renforcer les capacités des structures sanitaires locales, souvent confrontées à des besoins urgents en produits sanguins pour la prise en charge des malades et des blessés. Parallèlement, une opération de soins bucco-dentaires a été également lancée au bénéfice des populations et des forces armées nigériennes. Les consultations, traitements et conseils d'hygiène dentaire fournis gratuitement par l'équipe médicale militaire venue de Niamey ont permis de soulager de nombreux patients, notamment des personnes vulnérables ayant un accès limité aux soins spécialisés. À travers cette initiative, les forces armées nigériennes réaffirment leur engagement à œuvrer non seulement pour la sécurité des personnes et de leurs biens, mais également pour le bien-être social et sanitaire des populations. Les autorités militaires présentes ont souligné que ces actions traduisent la volonté de l'armée d'être une armée proche du peuple en renforçant les liens armée-population. Cette activité civilo-militaire contribue à la consolidation de la paix, à la promotion de la solidarité nationale et à l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de Difa. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES au Bénin. Les électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain pour des élections législatives et locales. La campagne électorale prendra fin ce vendredi. 109 sièges sont donc à pourvoir à l'Assemblée nationale, mais 24 sont réservés à des femmes, soit un dans chaque circonscription électorale du pays. Les députés sont désormais élus pour un mandat de 7 ans. Après la révision constitutionnelle de novembre dernier, ce double scrutin en précède une troisième. L'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Dans l'est de la RDC, les ministres de la Défense de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réuniront dans la capitale zambienne Livingstone le samedi prochain. Les travaux du sommet ont déjà commencé jeudi dernier avec les 2 jours de réflexion en présence d'experts de la défense et des chefs d'état-major de l'organisation. L'objectif de ce sommet vise à pencher sur les enjeux sécuritaires dans la région. Et puis au Liban, l'armée a annoncé hier la fin de la première phase de son plan de désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Le Conseil des ministres a réuni pour examiner le rapport, a salué les efforts de l'armée et a également été félicité par le président de la République Joseph Ayoun et le chef du Parlement Nabi Berri. Retour à l'actualité nationale du désert de Tombouctou au plateau agricole. Mamati Al-Mokhtar défie les idées reçues. Ancien guide touristique révélé sur les antennes de l'ORTM, il s'est imposé en un temps record comme une référence de la culture de la pomme de terre au Mali et au-delà. Aujourd'hui, il élargit son champ d'action avec la cuniculture, l'aviculture et la formation des jeunes, sémant l'espoir là où la terre semblait stérile. Reportage sur place de Najim Baba Sissé. Ancien guide de chamelier reconverti en agriculteur avec comme spécialité la culture de la pomme de terre en plein désert. Mamati El-Mokhtar fait sien de l'adage, je cite, « Qui veut aller loin ménage bien sa monture ». Après son contact avec le programme Djegeni Djaba, les choses sont claires pour lui, contribuer à son tour à l'employabilité des jeunes afin de les épargner de l'extrémisme violent, et cela par leur formation et leur emploi dans le domaine du maraîchage. Mamati El-Mokhtar, producteur de pommes de terre. Avec la crise 2012, je me suis vraiment lancé dans l'agriculture et pour les jeunes garçons et jeunes filles aussi. Nous remercions aussi le projet Djegeni Djaba qui nous a aussi aidé à donner des semences. C'est un projet à féliciter aussi. La dite formation est axée sur de nouvelles stratégies d'exploitation de la pomme de terre pour une meilleure production. Lassina Traoré, formateur. Je viens de Sikasso à la demande de Mamati pour une formation d'une durée de 3 mois sur les techniques culturelles de la pomme de terre en faveur des jeunes qu'il emploie afin d'accroître sa production et son rendement. J'ai trouvé un homme déterminé, engagé, qui aime son travail. En plus des jeunes, d'autres hommes viennent gagner leur vie sur ce périmètre, à l'image de Issa Berté. Je viens de Sikasso, au compte de Mamaïti. Donc, c'est vu l'avantage et l'importance de la pomme de terre et vu l'avantage de l'entreprise, l'objectif de l'entreprise qu'elle vise envers les jeunes de Tombouctou. Sur la pomme de terre,
qui appelle les jeunes. Bon courage encore. Avec ce périmètre maraîcher de 8 hectares et demi, Mama-Iti attend une production annuelle de 65 tonnes en pommes de terre. À cette culture viennent s'ajouter celle de la pastèque et d'autres spéculations. Mama-Iti El Mokhtar, producteur de pommes de terre. Voilà, on exploite cette année la variété pommes de terre, variété Barcelona et Neymar. Je fais aussi des carottes, des betteraves et laitiers aussi. Je pense que les campagnes, bientôt, vous aurez sur le marché. Mama-Iti s'est fait distinguer par la qualité de ses productions dans le cadre du projet Djegeni Djaba à Sikasso en 2023, où il a été classé 2e et 3e au Maroc en 2025. La terre ne ment pas. Vraiment, c'est une initiative très, très importante pour toute la jeunesse. La région de Tombouctou, j'ai vraiment lancé un appel à toute la jeunesse de revenir sur la terre, vraiment de travailler. C'est ça qui va nous amener la paix aussi. Aujourd'hui, ce visionnaire multiplie les initiatives afin de démontrer à la jeunesse malienne que la détermination et le travail peuvent ouvrir toutes les voies. Il expérimente actuellement d'autres spécialités, notamment la cuniculture et l'aviculture. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Merci beaucoup Najim Baba Sissé. C'est la fin de ce journal. Présentation Kodi Sibi. Mise en onde Sidi Koulibaly. Mise en ligne Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous souhaitons passer une excellente journée. Restez à l'écoute. Dans quelques poignées de secondes, le journal de la Cannes.